Si on achète un local commercial aujourd'hui, ou des bureaux, ce sont des locaux qui sont à usage commercial. Donc si j'achète un local commercial et que j'en fais un Airbnb, je ne change pas sa destination. Je n'enlève pas d'habitation puisque c'était un commerce. Un commerce, ça peut être un magasin de vêtements, un restaurant. Ça permet de faire de la location saisonnière cette fois, sans avoir à supporter les règles qui sont liées aux locaux d'habitation qu'on vient de citer, c'est-à-dire compensation, changement d'usage, etc. Alors comme ça, vous aussi, vous avez l'impression d'avoir loupé un truc avec votre argent. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale. Quand j'ai commencé ce podcast en 2019, je dois vous l'avouer, je ne prenais vraiment pas le temps de m'occuper de mon argent. Et aujourd'hui, après avoir rencontré plus d'une centaine d'invités géniaux, j'ai clairement pris du galon. J'ai réalisé de super investissements que j'aurais jamais pensé faire. En IMO, sur les cryptos, en bourse et dans bien d'autres domaines bien plus exotiques. Et ma conviction de départ s'est confirmée, gérer son argent, ça commence avec les premiers euros. Pas besoin d'être milliardaire pour commencer à s'en préoccuper. Abonnez-vous et vous aussi vous apprendrez à trouver la martingale. Le grand retour de Bassel Abedi sur la martingale. Salut Bassel, ça va ? Salut, ça fait plaisir. Moi aussi, attends, je vois que je suis emmêlé dans mon micro, je ferai ça après. Je vois là, je me suis marré juste avant d'appuyer sur Rec, mais je t'ai pas dit pourquoi, parce que j'ai vu l'affiche qu'on a. Je te le garde pour tout le monde, pas se faire des trucs en off, tu vois, et le titre, je sais pas si on osera le mettre, mais le titre off entre nous de l'épisode, c'est comment contourner les règles de location Airbnb, quoi. Ouais, alors j'ai pas osé te proposer de titre, je me suis dit tu trouveras un truc, mais ouais, il faut faire attention quand même. Surtout en ce moment, mais on va en parler, quoi. Voilà, donc après on verra le titre qu'on laisse, mais on laissera ça dans l'épisode. Bref, l'idée c'est de se dire que ça devient de plus en plus compliqué de louer, on parle d'Airbnb, mais finalement de louer en saisonnier comme ça. Alors on a vu certaines offres, notamment sur des bureaux, je sais pas si tu as écouté notre épisode récent, non, où tu peux louer en séminaire toi-même, donc t'es un bien perso, tu vois, pour utiliser tout ça en séminaire. Il y a même d'autres trucs, cinéma, mariage, il y en a qui ont beaucoup d'idées. Tournage, tout ça, exactement. Et donc l'épisode a très bien marché d'ailleurs. Et donc là, on voit qu'en effet, je crois que c'est Biarritz, on va y revenir, où ça a resserré la ceinture, mais de ouf. À Paris, c'est quand même compliqué. À l'approche des JO, on sent la menace de la mairie et de tout le monde de dire il va y avoir des contrôles inopérés le nez, ceux qui fraudent vont prendre très très cher. Alors j'ai des gens qui ont écouté mes épisodes de la martingale, justement, il y a près d'un an sur comment louer pour les JO, et voilà. Ah oui. Dedans, on dit bien qu'il faut pas faire n'importe quoi, qu'a priori, notamment Airbnb, te demande de plus en plus un agrément ou quelque chose comme ça. Oui, un numéro d'enregistrement. Voilà. En plus, ils sont obligés de déclarer aussi. Voilà, donc ils déclarent eux-mêmes. Donc du coup, on peut pas faire n'importe quoi. Mais il y a des gens qui me répondent depuis non, mais moi, je m'en fous. De toute façon, je me ferai pas pécho. Voilà, bon, chacun fait ce qu'il veut. Nous, on va parler de choses a priori plutôt légal, l'idée c'est vraiment de se dire comment en fait on peut jouer ou en tout cas jouer dans la loi, jouer avec les réglementations locales, c'est pas forcément que des lois, souvent ce sont des réglementations locales, ville par ville, maire par maire. C'est un peu l'idée. Ça te va? Comment tu connais tout ça, toi? Alors moi en fait de base je m'intéresse beaucoup à l'investissement locatif, moi, je développe aujourd'hui une boîte et un service qui aide et accompagne les investisseurs particuliers. Okay. Donc forcément, je suis toujours plongé dans tout ça. C'est horiz.io, horiz.io. C'est ça. Et en fait, je suis tombé. C'est pour ça en fait que je t'ai contacté pour cet épisode. C'est qu'en fait, je loue pas mal à Paris quand je me déplace pour le personnel, pour les vacances. Pour le pro ? Ok. Non, pour le pro aussi, mais pour le pro, on prend plutôt des hôtels. Mais c'est vrai, quand on se déplace en famille, là, on prend un Airbnb. Ouais. Et à chaque fois, je me rendais compte à quel point je me retrouvais dans des locations qui soit donnaient sur la rue, soit étaient des espèces de bureaux, tu sais, au rez-de-chaussée, dans les cours d'immeubles, etc. Ça m'a toujours semblé un peu bizarre. Et puis, il y a pas très longtemps, alors pourtant, je travaille dans l'investissement locatif, donc je connais bien le sujet. Il y a pas très longtemps, j'ai découvert cette méthode.
en regardant d'autres pros qui le faisaient. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à creuser. Et du coup, l'idée, je me suis dit, mais il en a jamais parlé. Et en fait, c'est accessible à tout le monde. Et pourtant, voilà, on peut en parler. Voilà. Alors là, on est sur la location, sur du bail commercial, c'est ça? Alors moi, Oui. j'ai des potes qui font ça en plus depuis longtemps. Donc en Oui, effet, oui, bien sûr. ouais. Mais c'est peut-être un petit peu officieux, enfin, Ouais. moins connu, on va dire. Que... Et là, on va expliquer ce que c'est qu'un bail commercial, pourquoi, peut-être faire un rappel des réglementations, Oui. où est-ce que ça se passe, Oui. etc. Vas-y, je t'en prie. Alors le contexte déjà à la base, parce que tu disais le saisonnier c'est compliqué. Il faut quand même rappeler même si je pense que tu as déjà dû faire des épisodes. Oui. Mais en gros, c'est soit tu loues ta résidence principale ou une chambre dans ta résidence principale. Et là, c'est ce qu'on entend partout dans les médias. T'es limité à 120 jours, tu dois déclarer ton activité, etc., etc. Mmh. Alors là, quand c'est une chambre, t'es pas limité. Et ensuite, tu as le cas de la résidence secondaire ou en tout cas de l'investissement locatif, c'est-à-dire tu achètes mais tu n'y habites pas, c'est pas ta résidence principale. Alors, résidence principale, c'est à peu près, il faut y habiter 8 mois par an. Enfin, ça donne un grand ordre de grandeur de comment on considère. C'est pas 6 mois et un jour. C'est plus que 6 mois et après, il faut des preuves aussi. Hein. C'est plus comme avant. Et ensuite, sinon, c'est une résidence secondaire. Et là, tu rentres dans les réglementations où les villes empêchent de plus en plus, luttent contre la location saisonnière, tout simplement parce que ça retire des logements aux habitants, aux travailleurs qui travaillent dans la ville, aux étudiants, enfin, tous ceux qui louent à l'année, classiquement. Et donc ça va pas, dans plein de villes, hein, tu l'as cité, donc Paris, Biarritz, Lyon, Bordeaux, et de plus en plus de villes appliquent ça, surtout autour des grandes villes. Alors je vais peut-être pas rentrer dans le détail de la réglementation. Non, mais ce que je dirais, rapidement, mais ce que je dirais juste pour reprendre un peu. Oui, non, mais pourquoi ils font ça, c'est que tu viens de le dire, hein, mais c'est que finalement, tu finis par créer des sites touristiques, c'est ça. Dans lesquels en fait le centre, ce qui est un peu le cas de Paris finalement, c'est soit pour les riches, soit pour les bureaux, soit pour les touristes. Mais dès que t'es un travailleur, en fait, ça fait monter les loyers. Ça fait monter les loyers. Dès que t'es un travailleur et que soit tu finis dans un trou à rats tout petit, soit tu vas vivre à 1h45 de Paris parce qu'en fait il y a plus le choix et tu commutes. Donc ça crée des problématiques, sachant que les élus ils sont quand même élus par des gens qui sont à l'intérieur. Alors en plus, il faut quand même que les gens puissent toujours y vivre. J'imagine qu'il y a un peu de clientélisme autour de tout ça pour certaines typologies de population. Puis après, ça crée des espèces de du bruit, des nuisances. Je vois à Bordeaux, à Biarritz, en fait souvent le Parisien cristallise d'ailleurs un peu tout ça. C'est parce que c'est souvent les Parisiens qui viennent inonder. Mais en fait, c'est pas que les Parisiens, c'est des gens de grande ville, mais qui arrivent et qui font exploser les prix. Oui. Et donc c'est un peu l'idée. Oui, et du coup, ce qu'ils ont trouvé comme parade, c'est de faire des règles qui équilibrent. Enfin, les municipalités, je vais y arriver, les grandes villes, ont en fait mis des règles qui permettent de rééquilibrer les choses. Donc, en gros, maintenant, ce qu'ils disent, je parle des règles les plus strictes, c'est-à-dire Biarritz, tu l'as cité, Paris, on va rentrer dans les détails après, et d'autres villes, c'est que si tu décides d'acheter un bien d'habitation pour en faire une location saisonnière, donc pour les louer à des touristes en saisonnier. Alors, saisonnier, ça veut dire location un jour, un mois, quelques jours à des personnes de passage, en fait. C'est comme ça qu'on considère une location touristique. Alors, peu importe si tu suis les règles, tu déclares ton bien, évidemment, tu fais un changement d'usage, tu fais éventuellement une déclaration de travaux, etc. Mais surtout, ils imposent que tu compenses. Donc, la loi de compensation, c'est-à-dire que tu dois racheter un autre bien qui n'est pas un local d'habitation, donc bureau, commerce, etc., et le transformer en habitation. Et ce, en même temps que tu fais ton opération d'achat. Donc, en gros, ça complique grandement les choses parce qu'il faut que tu achètes 2 biens et que tu crées dans les 2 sens une habitation. En fait, tu recrées l'habitation que tu viens de retirer à la ville. Voilà. Donc, en fait, ils s'assurent de l'équilibre ainsi. Et bien sûr, il faut que ce soit dans la même ville, même zone, etc. Et ça marche très très bien parce qu'à Biarritz, dans ces coins-là, en fait, le nombre je crois qu'il a été divisé par 20, 30, je sais pas, oui. Donc, ils l'ont imposé à Paris, à Biarritz, dans d'autres villes. À Paris aussi, tu dois acheter? Ah oui, bien sûr. Oui. Et donc, ça complique les choses. Ça te rend la chose beaucoup plus professionnelle. Alors, je prends mon appart. Je veux le rendre louable sur Airbnb. Alors, pas ta résidence principale. Ouais, voilà. Okay. J'achète un truc. Ouais. Je veux le mettre sur Airbnb. Je l'achète. Je le mets sur Airbnb. Je dois rajouter quoi? Je dois acheter quoi en plus? Tu dois acheter un autre local ou bureau, pas une habitation. Ok. En fait, quelque chose qui n'était pas une habitation. Et le transformer en habitation. Du coup, tu recrées l'habitation que tu viens d'enlever. Et c'est ça qui bloque complètement la location saisonnière dans les grandes villes. Sachant que, quand même, je sais pas à quel point, mais si t'as les moyens, parce qu'il faut avoir la surface financière de le faire. Oui, si t'as les moyens de faire ça. C'est faisable. Oui, mais... Non, mais de mémoire, généralement, l'immobilier professionnel, souvent,
pas toujours, mais souvent est moins cher que l'immobilier, de personnel, d'habitation. Alors oui, alors ça Donc, dépend. si on m'autorise à transformer un truc à 12 000 en 14, ben moi j'y vais, finalement. Faut juste avoir les ressources. Oui, et le problème, c'est que tu transformes... Oui, mais le problème, c'est que tu le transformes en habitation. Celui que tu achètes pour compenser. Donc, tu dois le louer en location longue durée classique. Sauf qu'à Paris, la location longue durée classique, d'un point de vue rendement locatif pur, c'est pas top. Donc, il va falloir supporter un coût. C'est ce qui fait que tu le payes 14. Tu vas avoir un rendement de loyer qui couvrira pas, évidemment, toutes tes charges. Par contre, c'est sûr, tu achètes quand même un bien à Paris, que ta transformation qui prendra de la valeur. Mais il faut supporter le coût quand même. Donc, il faut avoir un peu de capacité financière quand tu fais ce type d'opération. Ok. Donc, d'un côté, tu fais une super opération, d'un autre côté, tu es obligé d'en faire une moins bonne. Parce que pour compenser qu'au final, c'est pas très, très intéressant. Voilà. Ok. Voilà, donc c'est ça qui bloque tout. Et ça, on parle Paris, Biarritz, Bordeaux, par exemple. C'est Avignon, Marseille, Nice, il y en a plein. Je connais pas toutes les villes, il y en a plein. Et Biarritz, quand on dit Biarritz, c'est aussi toutes les villes autour de Biarritz. C'est pas que Biarritz. C'est souvent une zone. Donc oui, il y a plein de villes. Et de plus en plus, il faut s'attendre à ce que ça soit aussi appliqué dans d'autres villes. Notamment avec la nouvelle loi qu'ils veulent faire passer, qui va le rendre plus simple. Le fait d'appliquer ces lois-là un peu partout dans toutes les villes. Ok. Donc ça va encore plus se démocratiser, ce genre de restrictions. Très clair. Voilà, donc l'idée est de dire, là on vient de le dire, on peut acheter un local commercial, un bureau, des bureaux, et les transformer en habitation. L'idée c'est de faire cette opération-là, seul. Et donc pourquoi ça marche ? C'est parce que si on achète un local commercial aujourd'hui, ou des bureaux, ce sont des locaux qui sont à usage commercial. Et en fait, la location touristique, c'est une activité commerciale. Donc si j'achète un local commercial et que j'en fais un Airbnb, après j'expliquerai dans les détails, je ne change pas sa destination. Donc je n'enlève pas d'habitation puisque c'était un commerce. Un commerce, ça peut être un magasin de vêtements, un restaurant, un coiffeur, Make sense, comme disaient les Anglais. Ça et fait donc, sens, Paris, là, ça pose pas. Alors, à quelques exceptions près, j'y reviendrai après, mais ça pose pas problème. Autant que pas le même problème que dans l'achat d'une habitation, puisqu'on ne retire pas d'habitation. Donc tout va bien. Tout va bien. C'est plus simple et donc ça permet de faire de la location saisonnière cette fois, sans avoir à supporter les règles qui sont liées aux locaux d'habitation qu'on vient de citer, c'est-à-dire la compensation, changement d'usage, etc. Et local commercial, le problème c'est qu'un local commercial c'est un commerce, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas un commerce au milieu au 4e étage d'un appartement, d'un immeuble haussmannien. Alors ça peut être des bureaux aussi. Donc là, oui, ça peut être des bureaux, ça peut être un commerce. Des fois, c'est sur la rue. Tout bureau, c'est un local commercial. Ici, on est dans un local commercial. Non, c'est du bureau. C'est des bureaux, mais ça marche. On peut aussi transformer du bureau. Donc ici, là, demain, je décide de le transformer en Airbnb, c'est OK. Alors ici, non. Alors si c'est des bureaux, oui. Normalement, oui. Alors il faut vérifier le PLU. Alors il y a des règles à respecter. Déjà, il faut que tu vérifies que ton local commercial a toujours été un local commercial depuis 1971. Je suis en train de me regarder tous les employés. Ouais. Me dire, bon les gars là, allez, ça va rapporter plus. Non, c'est bon là. Allez bosser de chez vous, télétravail, c'est bien. Il y a plusieurs choses à respecter. Il faut déjà que ça n'ait pas changé d'usage, de destination, depuis 1970. Il ne faut pas que ça ait été une habitation à un moment donné. Depuis 1970. Donc déjà d'une, il y a des vérifications à faire. Jamais. Après, tu as la copropriété. Donc là, dans ton immeuble, est-ce que le règlement de copropriété n'interdirait pas que ce local soit utilisé autre chose que du bureau ou de la propriété. Ouais, on y va au forceps la copro. Voilà, en tout cas, c'est un truc à vérifier. Si ceux qui veulent s'amuser à faire ça, il faut vérifier le règlement de copropriété. Mais d'ailleurs, même quand on fait du Airbnb classique en habitation, le règlement de copropriété, tu es obligé de vérifier, sachant que maintenant. J'ai des voisins qui écoutent, merde, j'aurais pas dû. Ah oui, et sachant que de plus en plus les copros n'en veulent plus des saisonniers parce que ça fait du bruit, il n'y a pas de relation humaine, parce que les gens partent et viennent, c'est ça, ça lisse, etc., etc. C'est marrant parce qu'on a toujours une mauvaise image de la copro. Tu sais, c'est toujours des gens relous. Toujours. Alors qu'en fait, nous-mêmes, quand t'es propriétaire, tu fais partie de la copro. Donc toi aussi, t'es un gens relou pour les autres, en fait. Mais tu penses à... Ouais, mais moi, je suis d'accord. Il y a des... Parce que copro, j'en ai plusieurs. Tu vois, Quand tu peux éviter la copro et les assemblées générales, c'est toujours mieux, parce que c'est vrai que c'est une galère. Tu sais jamais sur qui tu vas tomber. Tu peux pas trop le savoir avant. Parce que il est vrai aussi que tu peux le faire changer aussi. Mais bon, ça il faut pas trop compter dessus, c'est compliqué. Mais en tout cas, si c'est déjà rédigé dans le règlement de copro, t'es foutu. Donc voilà, ça c'est un truc à vérifier. Après, il y a des choses, par exemple, il faut qu'il y ait un accès indépendant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse y accéder. Un touriste, s'il le loue, il faut bien qu'il puisse y accéder seul, sans avoir à passer par quelque part. Ça, c'est important.
Donc évidemment, c'est un commerce, c'est plus simple. Un commerce sur rue ou sur cour. Les bureaux, c'est un peu plus compliqué. Et ensuite, il faut vérifier le plan d'urbanisme de la ville, le PLU. Pourquoi ? Parce que au niveau de la ville, on peut t'empêcher de le faire parce qu'il y a des règles à respecter. Alors, je parle pas des règles de base de travaux. Ça, c'est dès qu'on fait des travaux, il y a le PLU, les fenêtres, etc., les portes, ça faut faire attention, c'est le PLU. Mais il y a certains PLU qui vont restreindre certaines rues à certaines activités commerciales. Voilà. Donc, là on vient directement au fait, parce qu'il se trouve que quand on préparait cet épisode avec Bassel, je me suis pas dit, je vais virer tous mes employés d'ici, j'essaie d'être tu vois, quelqu'un de responsable, de sympathique, d'humain, évidemment. Et donc, avant cette abominable réflexion, je me suis dit, tiens, au rez-de-chaussée, on a acheté un local dans lequel on a mis ce truc d'arcade qui est vraiment extra d'ailleurs, mais qu'on loue à quelqu'un, c'est pas à nous, qui s'appelle... c'est quoi, c'est une salle d'arcade, de jeu d'arcade ? En fait, c'est une salle de jeux vidéo qui s'appelle, comment on appelle ça, le eSport Box. Donc c'est un endroit en fait que tu peux réserver, et vraiment c'est très cool si vous êtes dans le 17e. J'ai rien à y gagner, moi c'est juste mon locataire. Mais eSport Box, tu peux aller jouer à 6 ou 8 les uns contre les autres, et c'est assez cool, et les gens qui y vont, ils restent très longtemps, etc. Puis c'est un peu comme un Lavomatic, si tu veux. D'ailleurs, le business, je pense, sera bientôt à vendre, si ça vous intéresse, et sur Alvo. Et une eSport Box, ça tourne tout seul, et puis tu viens là-dessus. Et en fait, à un moment, je me dis, mais je pense qu'on doit pouvoir faire mieux que le loyer qu'on fait à eSport Box, en fait, là-dedans. Parce que, en l'occurrence, et donc tu m'as dit, je vais diguer pour voir, tu m'as demandé quelques infos, je t'ai dit ça fait 60 mètres carrés. On voulait un peu de concret quand même. Voilà, exactement, 60 mètres carrés, rez-de-chaussée, Paris 17, je me dis bon, on n'est pas si mal, beau quartier, très très bien. Sur 60 mètres carrés, on doit mettre au moins 2 chambres et partie commune. Je peux même, à mon avis, faire 2 chambres de salle de bain, cuisine, et voilà. Bon, c'est vrai que tu dis pignon sur rue, c'est un peu chelou parce que bon, t'as pas trop l'habitude de louer toi sur rue, mais bon, après. Moi, ça nous est arrivé quand on louait à Paris. Voilà, en fait, quand t'es touriste, ça te choque moins. Quand t'es touriste, ça te choque moins que si t'habites. Mais voilà, et donc je me projetais bien là-dedans. Et tu m'as dit je vais creuser. Ouais. Et donc là, roulement de tambour. Ouais, j'ai regardé. Alors pas spécialement 60 mètres carrés, parce que j'ai regardé aussi ce qui se vendait en ce moment. Mais en fait, donc comme j'ai dit, alors je reprécise une chose, quand on achète un bien local commercial, là, en l'occurrence, pour que ça marche, il faut lui changer sa destination. Parce que si le local commercial est à usage là d'une activité, alors là ça va, c'est un local commercial. Là c'est une activité commerciale. Alors je te cite les différentes destinations en fait d'un local. Alors il y a l'habitation évidemment, ça c'est habitat. Ensuite on a bureau, commerce, artisanat, industrie, entrepôt, exploitation agricole, construction, installation, voilà, donc des choses comme ça. Et dedans tu as hébergement hôtelier aussi. Okay. Et donc l'idée c'est de dire à la mairie, moi je vais changer la destination de ce bien là que tu as en dessous, en disant maintenant la destination c'est de l'hébergement hôtelier. Alors j'ai regardé parce que Paris est un PLU spécifique, comme toutes les villes. Et la chose à faire attention à Paris, c'est qu'il y a des rues où l'artisanat est protégé. Donc une boulangerie, une boucherie, ça c'est considéré comme de l'artisanat. Okay. Un ébéniste, j'en sais rien. Tout ce qui est activité artisanat. Alors c'est pas ton cas, faudrait que tu vérifies, mais j'ai pas l'impression que ce soit de l'artisanat. Non, ce qu'on me propose là-dedans, non, pas du tout. Mais avant, c'était même pas un artisan, c'était un bureau qu'il avait. Oui, donc toi, a priori, c'est possible. Ah oui ? Si ça avait été une boulangerie, t'aurais pas pu le faire parce que tu ne peux pas changer la destination. Et voir, même dans ton cas, je pense qu'il faut faire la demande pour le savoir. C'est possible que tu puisses pas parce qu'ils voudraient peut-être de l'artisanat à la place. Mais il faut savoir que alors, le cas typique c'est le Marais. Donc le Marais, tu ne peux pas modifier aujourd'hui les destinations de tes commerces qui sont dans le Marais. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent garder le quartier commercial, le quartier typique, tout ce qui fait le quartier finalement. Ou alors les shawarma. Dans ce cas-là, oui. Ouais. Voilà. Et donc là, tu pourras pas parce que c'est surprotégé. Mais il y a beaucoup de villes. Alors vous taperez sur Google, c'est assez facile à retrouver. Protection de l'artisanat à Paris. Puis vous avez une carte et tu vas voir, il y a de nombreuses rues à Paris où l'artisanat est protégé. Donc il va falloir faire attention. Voilà. Ça veut dire qu'il faut faire attention quand t'achètes parce que moi j'ai pas du tout fait gaffe quoi. J'ai acheté ce truc-là, c'était un bureau. Je me suis dit j'en fais ce que je veux derrière. Parce que t'achetais pas que ça peut-être. T'achetais aussi peut-être. Non, en l'occurrence à ce moment-là, j'achetais que celui-là. Mais
En fait, derrière, tu peux pas le louer à n'importe qui, n'importe comment. En fait. Non. Si tu achètes un truc, tu dis je voudrais le transformer au machin. C'est on comme peut un te dire... restaurant, tu vas devoir changer sa destination si jamais tu veux en faire. Ça veut dire que c'est autre plus chose. très liquide, quoi. C'est-à-dire que tu. Faut faire attention. De temps en temps, t'es collé avec un truc. Après, c'est pas forcément gênant quand tu revends un local commercial pour son même usage commercial. Maintenant, si tu veux le transformer, comme on est en train de discuter, bah là, il faut faire gaffe. Il faut demander. Alors, dans ton cas, j'ai pas regardé exactement ton local. C'est possible que ce soit faisable. Mais pour plein de commerces de ta rue, c'est pas possible. D'accord. Voilà. Alors, par contre, c'est hyper intéressant. Alors, j'ai creusé Alors, moi, j'ai regardé parce qu'en fait, les gens, comment dire, un 60 mètres carrés, c'est peut-être un peu beaucoup. C'est peut-être un peu beaucoup parce que tu peux limite mettre 3 chambres, je pense. Ouais. Il faut trouver un juste milieu où il y a de la demande locative et puis tu peux faire beaucoup. Alors, j'ai regardé si tu arrives à faire 2 chambres, ce que tu disais, et pour 4 personnes. Ouais. Donc 2 chambres, 4 personnes, on va dire. Si tu peux mettre plus de couchage, c'est encore mieux. Et ben dans ta rue, alors je suis allé sur un site qui s'appelle RDNA. RDNA. Pour ceux qui font de la location saisonnière, ils connaissent. C'est vachement bien parce que tu peux indiquer une rue. Il va te donner en fait le loyer potentiel que tu vas pouvoir en tirer sur l'année. En fait, il va analyser les données d'Airbnb. Ce qui est bien, c'est que si toi tu fais l'analyse, c'est compliqué parce que ça dépend des jours, de la saison. Donc ton analyse va pas être précise. Alors qu'RDNA va vraiment regarder les stats. Il a accès aux données d'Airbnb et va pouvoir te donner les stats. Et donc dans ta rue, pour 4 couchages de lit, on est quand même à 63 000 € de revenus annuels parce que tu as un taux d'occupation de 68%. Donc en gros, tu loues 68% de l'année en moyenne. Alors, moi, je le trouve toujours un peu optimiste, RDNA, mais bon, c'est en tout cas ces calculs. Souvent, il faut prendre un peu moins. Et 255 € la nuit. Donc c'est quand même hyper intéressant parce qu'en fait, alors j'ai regardé ce qu'on pouvait acheter. Alors toi, tu l'as déjà acheté, mais quand tu achètes dans la vocation de faire ça, tu vas l'optimiser un max. Et tu peux acheter peut-être un 40 mètres carrés et tu vas en avoir pour, je sais pas moi, 250, 300 000 €. Cardinet ici, dans le coin. Et donc, j'ai fait mes calculs. Même avec 30 000 € de travaux, parce qu'il faut compter à peu près 1 500 € pour être large de travaux par mètre carré. Moi, j'ai compté 30 000 € dans ce cas-là parce que j'avais vu un 20 mètres carrés à 220 000 €. Alors, attention, si tu ne peux mettre qu'une chambre et tu peux loger que 2 personnes au lieu de 4, ça tombe à 35 000. Donc, on est quand même divisé par 2. Tu vois l'effet de l'optimisation. Bien sûr, c'est le nombre de personnes qui compte. Le nombre de personnes qui peuvent, surtout à Paris. On va revenir sur d'autres villes, c'est pas pareil partout, mais à Paris, c'est flagrant. Juste pour un titre de comparaison, hein, donc je crois que mon loyer, donc si je fais 60, là tu m'as dit 60. Ça fait ton petit, t'as sorti ta calculette. Oui, bien sûr, j'ai sorti ma calculette. Tu m'as dit 63, c'est ça, hein ouais. 63 divisé par 12, ça fait 5 250 € par mois. C'est énorme. Après, c'est sûr que c'est énorme. C'est sûr. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en valeur relative, c'est vrai que c'est 50% de plus que ce que je loue, à peu près. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je loue 3 500, donc tu rajoutes 1 750, c'est exactement 50% de plus. Alors, il y a quelques petites nuances, mais Mais ce que je veux dire, c'est qu'en effet, alors 1 750 de plus, c'est énorme, c'est vrai. Il y a des aléas potentiels, il peut y avoir des grèves, des attentats, des trucs et enfin non mais je dis pas que ça vaut pas le coup, hein, je dis juste que là les 68% alors c'est des moyennes évidemment, mais il faut et t'y passes du temps quoi. Moi non. Là j'ai loué ce machin, non, salut au revoir, je m'en occupe plus, je fais rien. Non, pas forcément. Tu prends une conciergerie, t'es entre donc maintenant il y en a partout, t'es entre 20 à 25%, tu vas faire de ton loyer, donc des 5 000 qui vont te coûter en frais, mais tu t'occupes plus de rien, tu leur donnes les clés, terminé. C'est eux qui font les entrée-sortie, nettoyage, enfin si entrée-sortie ils font même plus parce que maintenant tu mets des boîtiers, enfin bon. Mais en tout cas nettoyage, état des lieux, enfin passage d'un locataire à un autre. Moi j'ai fait le calcul avec 20% de gestion, 220 000 € à Cardinet. Si tu loues avec un lit, donc 2 personnes, t'es à 149 € de cash flow positif. Donc ça veut dire qu'en fait tu fais ton achat avec les 30 000 € de travaux. Hein. Ouais. Et en fait, ça te rapporte 149 € dès le premier mois. C'est-à-dire, en gros, c'est avec une super opération. Le crédit payé, quoi. Maintenant, si tu le loues 2 couchages, voilà, là, c'est la folie, parce que là, tu fais plus de 1 000 € de cash flow, donc de positif. Et voilà, c'est une opération qui tourne. Ce qui arrive, c'est la martingale. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois que tu achètes là, c'est la martingale. Chaque fois que tu achètes un bien, tu augmentes ton pouvoir d'achat, tu augmentes ton pouvoir d'emprunt, tu augmentes. Enfin, ça, c'est vraiment c'est un peu le Graal de l'investisseur locatif, on va dire, de celui qui fait l'investissement immobilier. Alors bien sûr, il faut trouver la bonne affaire. C'est sûr qu'il y a moins de commerce qu'on peut faire, qu'on transformer. C'est plus difficile évidemment que d'acheter une habitation, mais c'est toujours pareil. Hein. C'est celui qui fait le plus d'efforts et de travail, qui résout des problèmes, qui fait plus de renta, quoi. C'est toujours comme ça. Ok. Voilà, donc ça marche plutôt.
Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, bah, on va regarder à Biarritz. Ok, alors avant d'aller Ouais, juste là-dessus, mais vas-y. ça vaut aussi pour Biarritz. Moi, j'essaye de voir quel est le risque. Le risque, c'est que la loi change finalement toujours, parce Oui, que je vais qu'en revenir. fait là-dessus, bon, on y reviendra, mais les hôteliers où il y a des gens qui vont pas être contents, parce que si nous on se rue tous sur ce machin. C'est ça. Alors, bah, du coup, tu vois la loi de finances 2024 qui a été votée en première lecture, donc qui devrait passer dans pas longtemps. Eh bien, il y a un des changements qui donne le pouvoir aux maires de changer leur PLU pour justement interdire les transformations de commerce et de bureaux en location saisonnière, en tout cas avec des règles. Ok. Ce qui fait que ce qu'on vient d'expliquer, eh ben oui, il y a un risque futur. De toute façon, tout ce qui est location saisonnière, il faut pas oublier, il y a un risque réglementaire futur, quoi que vous fassiez. Pour l'instant, il n'y a pas de baisse de lutte contre Airbnb. Cependant, tu vois, moi, Donc, il faut intégrer ça. Voilà. Il faut pas, et ça, c'est un des trucs, on s'adapte au risque. Exactement. Et voilà, moi, c'est vrai que, tu vois, le premier achat immobilier que j'ai fait, j'avais pas le temps, j'étais déjà entrepreneur, un tout petit peu de flemme, et puis il y avait pas toutes les conciergeries Airbnb, donc je l'ai pas mis en Airbnb. Et j'ai quand même loupé 10 ans potentiels de Airbnb avant les changements de loi, les 7-8 ans avant les changements de loi. Les 7-8 ans, j'avais 80 mètres carrés à Montmartre, au lieu de 2200 € par mois, j'en faisais, je pense, 6000, tu vois. Enfin, Oui. Tu vois, tu fais ça 7-8 ans. Mais c'est pas grave. Quoi. C'est pas grave. Voilà. Mais j'étais pas cash flow positif. Je le serais devenu, ça aurait changé ma vie. Oui. Honnêtement. Probablement. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, tu ne peux pas prévoir le futur. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce qui va se passer? Imagine, tu fais ce qu'on vient de dire là, et on te l'interdit l'année prochaine. Bah, c'est pas grave. Tu reviens, soit tu le vends, c'est un local commercial qui se vend, et qui aura sûrement pris un peu de valeur. Soit tu en fais une location commerciale classique. C'est très bien de le louer à une entreprise. Trouver celui qui l'achète, qui le loue. Hein. Ça peut prendre un peu de temps. Hein. Oui, mais bon, on n'est pas en train de devenir ruiné parce que, tu vois, il faut relativiser des fois. Puis quand t'es créatif, en fait, tu te rends compte que nous, finalement, en bas, tu te dis, je peux en faire une salle de réunion, un studio de podcast, tu peux en faire plein de choses. Oui, il faut juste être opportuniste, s'adapter, en fait. Tu t'adaptes. À partir du moment où t'as un bien immobilier, tu vas trouver une solution. Au pire, tu le vends. Voilà, ça dépend de la conjoncture, mais voilà. Ouais. Donc, je trouve que c'est pour ça que l'investissement immobilier, on dit, il y a un risque, oui, mais il est pas... En fait, le seul risque que tu as en investissement immobilier, c'est si jamais tu as besoin d'argent et tu as besoin de vendre au mauvais moment. Ouais. C'est le seul risque en immobilier. Ouais, non, il y a un autre risque très, très, très important. Tu peux t'en prémunir, mais c'est de pas être payé, quoi. Ah oui, aussi, oui, bien sûr. Mais ça, il y a des assurances, ouais. Et des assurances. Mais ça, c'est vraiment un truc qu'on oublie. Bien sûr. Souvent. Alors, ce qui est bien en saisonnier, c'est que t'as pas trop ce problème, même pas du tout. Et en plus, si on te le dégrade, alors Airbnb, c'est le bon exemple, c'est qu'ils ont une super assurance. Je crois que ça monte à 1 million de remboursement de dommages. Donc ça, c'est plutôt pas mal le truc que tu peux pas faire par toi-même, d'ailleurs, que tu peux faire quand tu passes par une plateforme. Ok. Donc voilà. Très bien. T'allais venir à Biarritz, par exemple, pour montrer un autre exemple. Oui, alors Biarritz, donc ça a fait beaucoup gueuler. Alors c'était il y a 1 ou 2 ans, je crois qu'ils ont. C'est marrant qu'on dise Biarritz, parce que c'est sûr que c'est un endroit en vue, Biarritz, c'est clair. Mais Cannes, Aix, Marseille, Avignon. Alors il y a peut-être aussi les réglementations, j'ai pas regardé. Ajaccio. Ouais. Bon, alors c'est peut-être moins. C'est trop vacances. Ouais, c'est peut-être c'est vacances. 1 ou 2 mois par an, oui, c'est sûr. Quoique, les Corses, ils protègent aussi pas mal. Ils protègent pas mal les maisons mais bon, c'est une autre histoire. Ils ont une autre manière de. C'est une autre histoire. Après, j'ai pas regardé Cannes, c'est vrai que je connais pas toutes les règles de toutes les villes, mais Biarritz, j'ai creusé, donc ils ont appliqué les mêmes règles qu'à Paris. Okay. Donc compensation, changement d'usage. La différence entre un changement d'usage et un changement de destination, un changement d'usage, c'est temporaire. C'est-à-dire tu vas en faire parce que toi t'es propriétaire, tu veux le louer à des saisonniers. Bah t'as le droit pendant un temps. Mais après, dès que tu vends, ça s'en va quoi. Changement d'usage, c'est dur? Non, c'est juste une déclaration en mairie. C'est pas difficile du tout. Mais qui peut être refusée? Oui, qui peut être refusée, mais là en l'occurrence, ta déclaration d'usage, elle doit être accompagnée de la compensation. Donc, si tu la fais pas correctement, et attention, il faut la faire correctement. Même zone, même ville, il y a plein de règles. C'est définitif? Non, c'est temporaire, le changement d'usage. Ouais. Okay. Alors, ça peut être un changement d'usage définitif. C'est ça. Il y a le changement de destination, ça c'est définitif. Ça fait le changement d'usage, c'est provisoire. La plupart du temps, c'est temporaire. Okay. La plupart du temps. Et donc, c'est pas les mêmes C'est ce qu'on a fait à la Villa Maria à Bordeaux, ce bureau qu'on a créé là-bas. Ouais, je me souviens.
En fait, comme à un moment, on flippait un peu de se dire finalement, est-ce que vraiment ça va fonctionner, qu'on est comme dans un quartier quand même plutôt résidentiel, on s'est dit on va faire un changement d'usage. Donc c'est des bureaux. Ouais, bah, moi je l'ai fait pour une de mes entreprises il y a longtemps. Ouais. Je voulais le faire. Et en fait ça c'est assez facile à obtenir parce qu'on dit bah c'est pour toi. Et c'est pas un gros risque pour la mairie parce que dès que tu vends ou que tu t'en vas, bah ça retombe comme avant. C'est un bureau ou une maison si c'était une maison. Ouais. Donc voilà. Donc le changement d'usage c'est plus simple qu'un changement de destination. Je me verrais bien avec une maison de 1000 m² à Codéran, finalement. Oui, j'ai vu ça, c'est énorme, votre truc. Ouais. Même dans la maison du gardien, j'y vais. C'est énorme. Donc Biarritz, alors, complètement différent. Il faut juste se rappeler d'une chose, on est en bord de mer. C'est pas la même chose. Paris, c'est très, très particulier. Les grandes villes, c'est très particulier. Par exemple, quand je t'ai dit 60 000 €, c'est parce que tu as de la demande toute l'année. On peut vouloir venir à Paris en plein hiver pour aller voir les grands magasins, je sais pas, les vitrines. Tu as raison. C'est pas balnéaire. Attention, chaque endroit est complètement différent. On n'a pas du tout la même stratégie. Paris est magique. Paris est magique. Paris, c'est un peu le summum de... C'était pendant très longtemps la première ville Airbnb au monde. Ah oui, mais c'est normal. Ouais. Enfin, t'as tout le temps envie d'y aller à Paris, finalement. Tu peux toujours avoir une raison. Jamais, au choix. Tu peux toujours avoir une raison d'y aller. Et n'importe quel moment de l'année. Jamais, ouais. tu vois, mais... Oui, bien sûr. Mais les touristes, ils en rêvent. Voilà. Ils veulent voir la Tour Eiffel. Voilà. Et la Tour Eiffel, ils veulent la voir n'importe quand. Ouais. Donc, en fait, ça marche, quoi. Et alors que Biarritz, là, on est plus dans les vacances, on est plus dans le bord de mer, etc. Donc, déjà, ton taux d'occupation, il n'a rien à voir. Donc, quand tu vas sur Airbnb et que tu dis, Biarritz... 2 lits ou un lit, bah c'est plus du tout la même histoire. D'ailleurs, j'ai fait 2 lits et un lit. La différence, c'est 35 000 et 30 000. Tu es à 35 000, 30 000. Tu peux pas atteindre les 60 000. Tu n'auras jamais une taux d'occupation dans le bord de mer touristique en plein mois de février, en plein mois de novembre, décembre. Sauf les jours de l'an, Noël, mais t'as presque rien, quoi. Tu peux pas louer. Donc, tu fais beaucoup moins de revenus, ça c'est sûr. Et pourtant, les prix sont pas très éloignés. On est quasiment au même prix, en fait. Super. Allez bien sur Airbnb. Là, je vois statistiques. Airbnb à Britel en France. Ouais. Tu vois, en effet, Paris, c'est waouh. Ah oui, rien à voir. Couvert. Il y a vraiment 2-3 zones dans lesquelles, en effet, au fond du 13e, tu loues pas. J'exagère à peine, mais si, c'est là. Hein, c'est ça le fond du 13e. Je pense que dans les tours, pas terrible. Marseille, c'est juste une zone, proche de mer et centre. Ouais, c'est un peu mélangé là, Marseille, c'est un peu les deux. Lyon, c'est hyper éparse. Cannes, waouh, Cannes, ça loue. Bah, oui. Incroyable. Donc vous allez sur RDNA. Alors il y a même un endroit sur RDNA, tu dis. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Lien, sur l'épisode. T'as un onglet qui dit vraiment évaluer le potentiel de revenus. Il faut bien aller là-dessus. Quand même, non, moi je l'ai fait gratuitement là. Tu mets l'adresse et après le niveau de détail est moindre que si tu payes, mais moi ça me suffisait largement. Ouais, tu peux faire gestionnaire de propriété, tu peux faire pour les entreprises, channel manager, fonds d'investissement. En fait, je crois que c'est un des seuls qui a accès aux données Airbnb. Ils ont dû travailler ça ensemble. Ouais, payer peut-être. Ok. Et donc, alors j'ai regardé vite fait. J'ai pas vu dans le PLU de Biarritz. Alors, s'il y a vraiment des spécialistes, ils me corrigeront. Mais moi, en étudiant le PLU, j'ai pas vu comme à Paris, de protection de l'artisanat. En tout cas, ou ce genre de choses. PLU, donc, a priori. Plan local d'urbanisme. Plan local d'urbanisme. Toutes les villes. Ça se trouve PLU Biarritz. Je regarde juste. Tu vas voir, c'est un document. Ouais, consulter ville de Biarritz, hop, en ligne. En fonction de ta zone. En fonction de ta zone, tu vois, moi par exemple, j'ai tapé. Qu'est-ce que j'ai tapé ? Alors, je regarde mes notes. J'ai pris une adresse vraiment au centre de Biarritz pour ceux qui connaissent. C'est vraiment pas loin des Galeries Lafayette, là où on est vraiment. Tu vois un peu la place où il y a un peu les restaurants. Oui, il y a un grand hôtel et tout là. Il y a un grand hôtel, juste une rue qui donne là-dessus. Je me suis dit, je vais chercher un truc vraiment bien placé pour la location saisonnière. 22 mètres carrés, 150 000 €. Apparemment, là, il y a quand même une différence entre le prix des habitations et les prix des commerces. J'ai mis 30 000 € de travaux. Alors, c'est 6 avenue Victor Hugo, j'ai mis. Donc, je suis tombé pour être très, très précis, je crois que c'est la zone UA de l'urbanisme de Biarritz, etc. Donc, j'ai sorti le règlement. J'ai pas vu de limitation sur les commerces. Enfin, bon, après, voilà, je peux me tromper, donc je mets un bémol. Et donc, j'ai mis on est à 25 000 € de revenus à l'année parce que là, on n'a qu'un lit. Okay. Je crois que c'est 35 avec 2 lits, à peu près. 4 personnes, c'est 35. 2 personnes, c'est 25. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Voilà, donc ça donne ça donne quand même 320 € de cash flow positif et 8,7% de rendement net, rendement tout compris. 320 € de cash flow. Donc, on est quand même pas mal. Donc c'est à étudier. Et je pense que là ça doit moins se faire qu'à Paris, les transformations de commerce. C'est vrai que ça se fait beaucoup dans les grandes villes.
Donc à étudier. On fait un peu moins d'argent évidemment que si on avait que c'est à Paris, mais ça reste possible. Alors peut-être que les gens sont un peu moins habitués quand même à louer un commerce en habitation. À voir. Mais après, faut voir, hein. Il faut juste faire attention. Il y a des, je voudrais rappeler ça. J'ai fait un épisode très cool avec Alison Ginglin. Je sais pas si tu vois, qui est très visible sur Insta, notamment Alison. J'ai adoré cette rencontre. Force aux femmes qui font ça. D'ailleurs, il y en a énormément qui, et je suis toujours très content d'en recevoir certaines qui se démènent et qui font des trucs de ouf sur Insta évidemment, mais en IMO aussi. Et Alison, elle refait des endroits genre mais près de Mulhouse ou en fait où elle fait de la location saisonnière. Je sais pas si la plateforme, je crois qu'elle passe un peu par Airbnb, mais par exemple pour des travailleurs quoi. Oui. C'est-à-dire que tu vas voir des gens dans des zones où il doit y avoir des ouvriers qui viennent qui ont besoin de loger. Pologne ou d'ailleurs ou d'endroits différents qui viennent de manière provisoire, près de centrales, près de grosses usines, près de elle est près de la frontière du Luxembourg, donc c'est nettement moins cher. Ce qui est assez intéressant, c'est que les chiffres paraissent moins affolants parce que tu achètes des trucs mais beaucoup moins chers. Tu achètes des trucs à 50 000 balles, 60 000 balles. Ouais. Alors, en effet, c'est toujours le prix des travaux par rapport au prix d'achat qui te semble hallucinant. Mais en revanche, tu as un taux d'occupation qui est hyper élevé. Et pareil, en fait, elle réussit à avoir un cash flow positif. Mais les travaux sont moins chers qu'à Paris. Hein. Alors oui, on n'a pas évoqué. Alors là, on a pris deux villes parce que tout le monde en parle, de Biarritz et de Paris. Ouais. Mais bien sûr, tu peux à la campagne acheter une ferme que tu vas louer en Airbnb. Tout est faisable. Hein. Si tu sais qu'il y a une demande... Alors que ce soit des travailleurs ou des touristes, hein, parce qu'il y a aussi des touristes que tu sais qui louent à plusieurs pour se retrouver dans des endroits sympas, ça se loue très très bien aussi. Et t'as pas besoin d'occuper 100% de l'année, comme tu l'as dit, si le prix est faible, ça marche aussi. Donc bien sûr que ça, et il y a moins de risques là pour le coup futur. Enfin, t'as plus de temps avant que la ville à la campagne décide de limiter. En effet. Mais ce qui est peut-être, on en parlait aussi avec Emeline Siron, je parlais des Instagrammeuses, productrices, créatrices de contenu, etc., que je vous invite à suivre aussi et à écouter sur La Martingale. La problématique des travaux, c'est que aujourd'hui, Paris, c'est 1 500 € à peu près. En région, c'est 1000, mais c'est pas 500. Enfin, je veux dire, tu descends plus. C'est pas un tiers. Pour des travaux comme on a dit nous, qu'il faut tout réagencer. Ouais, je parle de rénovation. 500, je pense que ça doit être quand même difficile maintenant. Ouais. Alors que bon, donc la différence, elle est plutôt du simple au double, tu vois. Oui. Alors que de temps en temps, la différence à l'achat, un truc que tu vas toper, un truc que tu vas toper à 50 000 en banlieue, en 3e couronne de Mulhouse, en 2e couronne de Paris, ça vaut 300 000, quoi. Tu vois, de toute façon, tu vas comparer ton prix au mètre carré de travaux au prix mètre carré habitation. Et le rapport entre les deux, bah, ça te donne déjà un potentiel, quoi. Donc, Ok. Voilà. Alors après. Juste d'un point de vue procédure, donc c'est changement de destination, accompagné de demande préalable de travaux. Si tu fais plus de 20 mètres carrés de plancher, tu crées du plancher, ou si tu changes la structure, c'est permis de construire. Mais sinon, si c'est juste de l'aménagement, c'est juste une déclaration. Et là, souvent, on parle donc de fonds de commerce ou d'endroits. Donc, où tu disais les bureaux, ça peut marcher éventuellement, mais quand t'es en rez-de-chaussée. Genre, c'est chelou, t'as une vitrine en fait. Oui, après tu dois respecter le PLU, donc si le PLU t'interdit de murer ou de mettre une telle porte ou telle porte, bah t'as pas le choix. Okay. Oui, mais ils opacifient, moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que oui, t'es sur la rue, mais la rue te voit pas, donc c'est faisable. Tu rentres dans une vitrine, c'est un peu le quartier rouge quoi. Bon, alors c'est pas forcément une vitrine, mais ça va dépendre de ce que tu danses dans ta vitrine ou pas le seum. Non, mauvaise blague. Je crois que la première fois c'était ça, la deuxième fois on a loué c'était une cour intérieure et c'était des bureaux, je pense, tu sais, au rez-de-chaussée des cours intérieures. Ah, derrière, mais ça c'est plus cool. Ça c'est pas mal. Bien sûr, c'est calme quoi. Voilà, il faut trouver le bon produit quoi. Hein. C'est sûr que c'est pas le premier truc que tu vois qui va fonctionner quoi. Mais ouais. Ouais, super. Et après, au niveau de l'imposition, tout ça, t'as pas besoin. Ça reste un truc que t'achètes en SCI ou en perso. Tu peux être en indivision, c'est à toi. Alors tu peux l'acheter. Pas forcément une société. Tu achètes comme tu veux, comme n'importe quel bien. Okay. Par contre, il y a une chose, c'est que, alors déjà, quand tu fais les travaux, il faut bien vérifier tout, hein, parce que là, tu vas faire habiter des gens. Donc, t'as des règles à respecter. Hein, donc, eau, électricité, évacuation. Enfin, c'est pas toujours le cas dans les commerces. Ça dépend. Ils ont pas tout ce qu'il faut. Donc, faire attention, ça peut être coûteux. Donc, faut bien tout prendre en compte. Et ensuite. Il y a juste une chose, c'est que tu dois déclarer ta nouvelle activité hôtelière au fisc quand même. Parce que c'est pas les mêmes taxations, c'est pas les mêmes taxations foncières, etc. Donc ça, c'est obligatoire. Mais bon, ça fait partie du changement. Après, pour toi, c'est exactement pareil. Si tu fais du saisonnier, c'est très simple. Tu tombes dans la location meublée, comme un meublé longue durée, comme un étudiant, comme
Tout ça, c'est location meublée. Il n'y a qu'un seul régime, location meublée professionnelle ou non professionnelle, ou alors, bien sûr, en SCI ou dans une société. Mais sinon... Là-dessus, il y a eu des évolutions récentes. Il y a une nouvelle loi de finances qui est passée. Ouais. Quoi, fin janvier, de 30 janvier 29, je crois, oui. 2024, donc là, il y a quelques semaines, qui change quoi? Tu le sais? Oui, alors j'en ai fait un post là sur LinkedIn il y a 2-3 jours. En fait, c'est assez simple. Ça attaque surtout ceux qui déclarent leur meublé en micro-BIC. C'est-à-dire, c'est un peu comme le micro-foncier, c'est que tu déclares juste tes revenus. C'est la simplicité, quoi. Tu déclares juste tes revenus, tu as un abattement. Donc, avant, c'était de mémoire 50 et 70% pour les logements classiques ou classés 71 ou 71%. Donc, en gros, c'est pour faire simple. Hein. Si tu prends tes revenus, tu remplis une case dans ta déclaration. Et c'est pour ça que ceux qui louent leur résidence principale, c'est le choix qu'ils font. Ils font du micro-BIC parce que c'est le plus simple. T'as pas besoin d'un comptable, t'as pas besoin de déclarer tout au réel, de faire de la comptabilité. Donc, sur l'année, tu as gagné, par exemple, 10 000, 50 000. Tu vas mettre micro-BIC. Tu écris micro-BIC, t'as une case, tu mets 50 000. Et en fonction si c'est un logement classé ou pas, la plupart du temps, ça ne l'est pas, tu retires 50%. Et ce qui reste, donc si c'est 10 000, il te reste 5 000, c'est imposé à ton impôt sur le revenu, donc ton taux marginal. Donc tu veux augmenter tes revenus de 5 000 euros. Tu as payé de l'impôt. Ouais, ok. Mais ça, disons que n'importe quel investisseur, les investisseurs, ils font pas ça. Ils vont le louer en meublé au réel. Donc, oui, certes, tu as un comptable, mais c'est pas très cher parce qu'il faut faire une comptabilité, liasse fiscale, etc. Mais là, tu vas pas payer d'impôts. Alors, on va pas revenir dessus. Je pourrais expliquer le MNP, mais parce que tu amortis le bien et que tu déclares toutes tes charges, tu n'auras pas d'impôt pendant 10, 15, voire plus années. De nouvel impôt, je parle. Attention, ça te réduit pas ton impôt, mais tu n'auras pas de nouvel impôt. Donc, ça concerne ceux qui font une déclaration micro. Et au lieu de 50 et 71%, alors je suis en note, ça passe à 30%. Les deux d'ailleurs, et les plafonds aussi, parce que tu as des plafonds respectés pour rester en micro-BIC, au lieu de 88 000 ou 77 000 pardon, et 188 000 pour le classé, ça passe à 15 et 30 000 euros, je crois. Okay. Donc, en fait, ils imposent plus les opportunistes et ceux qui profitaient de ce régime parce qu'ils gagnaient vraiment beaucoup d'argent. Parce que ça devient intéressant si tu es plus dans l'amortissement et les charges. Okay. Si tu gagnes beaucoup d'argent, c'est bien, tu réduisais 71%, tu le faisais classer. Donc, je pense qu'ils luttaient contre ça. Mais surtout, alors ça, c'est un des changements. Après, il y a le fait que les mairies vont pouvoir faire plus de choses. Ça, on en a parlé rapidement, mais ils vont pouvoir faire comme Paris plus facilement, en fait, pour se faire simple. Donc, changer le PLU, mettre des amendes, enfin, plein de choses. Donc, ça va rendre plus simple ces réglementations un peu partout. Et troisièmement, et c'est probablement le plus important, parce que là, ça concerne tout le monde, même ceux qui font du meublé au réel, c'est-à-dire qui déclarent tout. C'est que je t'ai parlé le LMNP, à chaque fois on le dit, mais le LMNP, son intérêt, c'est que tu peux amortir les travaux et le bien, et des charges aussi. C'est ce qui fait que tu déduis ça des revenus, et du coup, tu payes pas d'impôt. Location meublée non professionnelle. Professionnelle. Ce qu'il y a, c'est que les gens, à chaque fois, quand ils achètent un investissement locatif, ils oublient qu'à un moment, ils vont devoir le revendre. J'allais revenir sur la vente. Ouais, en fait, d'ailleurs, c'est un truc à savoir, c'est penser à la revente avant d'acheter un bien. C'est on l'oublie parce que c'est lointain. Moi, je revends pas, moi, je garde. Si tu gardes, très bien, mais tu peux avoir... I'm a keeper. Moi aussi, mais bon, tu peux être amené à revendre et ça peut... Voilà. Et en fait, le LMNP, son deuxième gros avantage, c'est que l'amortissement, contrairement à une société, tu ne le réintègres pas à la revente. Normalement, tout ce que tu as amorti, et c'est des sommes énormes sur 10-15 ans. Faut que tu m'expliques l'amortissement. Alors, l'amortissement, c'est de prise en compte un peu de la vétusté, du vieillissement de ce que tu achètes. Dans ton entreprise, ici, ta machine à café, tes ordinateurs s'amortissent. Ouais. Et au bout de 3 ans, un matériel, par exemple, en informatique, il vaut 0 comptablement parlant. En fait, c'est un calcul comptable. Par exemple, je prends un exemple, mais j'ai pu avoir des véhicules de société. Enfin, j'ai des véhicules de société en l'occurrence, et comme je suis une barre de fer, je les achète très bas. Il se trouve que c'est pas toujours c'est pas forcément une société, ouais. C'est pas toujours. Alors évidemment. En perso, c'est différent, mais. Oui, voilà, en perso, c'est différent, mais tu fais ces calculs évidemment bêtes et méchants, et donc je vais acheter une voiture, je sais pas, une belle voiture, mettons. Au lieu de l'acheter 100 000, je l'achète 50 000. Et puis, en fait, elle est amortie ensuite. Et donc, quelques années après, quand je veux la revendre, 3-4 ans après, en fait, comme elle est amortie et qu'elle s'amortit assez vite, comme ce que tu disais, en fait, elle ne vaut plus comptablement que 20 000. Et moi, je réussis, parce que je l'ai bien acheté, à la revendre 50 000. Et en fait, je vais payer des impôts
sur... Oui, c'est rare ton cas, parce que la voiture, normalement, ça remonte pas. Mais... Non, mais elle est restée au même prix. À quelques en fait, j'ai réussi à les acheter au même prix. Alors, pour plusieurs raisons, mais notamment parce que je l'ai bien acheté, et aussi parce qu'il y a eu le Covid, etc., que les voitures d'occasion décotent moins bien certaines voitures. Oui, t'es tombé dans la bonne période. Donc, voilà, exactement. J'ai acheté le jour où le Covid, le jour où je pouvais aller à 100 km la chercher. Bon, bref, tout ça pour dire que les 30 000 €, en fait, finalement, elle va me coûter 30% d'IS. Oui, sur 30 000 €. Et tu vas devoir rajouter l'amortissement aussi. Voilà. Donc en fait, l'amortissement, c'est ça le calcul qui est embêtant, c'est que l'amortissement vient s'ajouter à la valeur que tu vends, donc elle augmente ta plus-value et donc elle augmente l'impôt. Donc sur le LMNP, pareil. Donc tout ce que tu as amorti, donc ton bâti, ton bien, tes travaux, etc., certaines charges, à la fin, tout ce que tu as amorti, ça peut être des dizaines de milliers d'euros. Hein. Ouais. Donc quand tu revends, la revente, c'est tu prends le prix de revente, pour faire simple, le prix d'achat, pardon, moins le prix de revente et c'est ta plus-value. Là, le prix d'achat, tu dois lui ajouter tout ce que tu as amorti pendant la durée. Donc, ça vient augmenter ton prix d'achat. Donc, tous les travaux que tu as fait, tout ce que tu as amorti. Tout ce que tu as amorti, le montant amorti. Okay. Et donc tu auras beaucoup plus d'impôts à la sortie, plus-value. Okay. Mais dans le cas du LMNP, c'est pas le cas. C'est une espèce d'aberration juridique. Ils ont failli le faire passer dans la loi. L'année dernière, mais finalement non. Mais ils l'ont remis, mais uniquement dans le cas de la location saisonnière. Peu importe si tu es au réel ou au microbique. Donc, ça veut dire que tous ceux qui faisaient de la location saisonnière, même au réel, sont impactés par ça. Alors, beaucoup disent il y aura peut-être des techniques, si tu changes avant l'activité, avant de le revendre, on ne sait pas encore. Oui, il y aura probablement des techniques, il faut attendre la loi, mais ça vient compliquer encore plus et impacter la rentabilité des opérations, quoi. Ok. Voilà. Écoute, on a fait un bon tour. J'ai une question que je me pose quand même depuis tout à l'heure, c'est que finalement, on parle de ces zones touristiques, Paris en tête, mais finalement aussi des zones comme on a parlé de Biarritz, on peut parler d'autres endroits. Si je suis maire, moi, d'un endroit qui est moins sexy, je pourrais avoir en fait une approche totalement opposée presque, c'est-à-dire dire en fait venez faire du Airbnb chez moi, je veux des... C'est une bonne question, je sais pas si... Alors, ils pourraient vouloir le faire, ça t'as tout à fait raison. Maintenant, je sais pas s'ils ont le droit de le faire, peut-être, à vérifier. Je préfère... Moi, pour être honnête, même ce qu'on vient de décrire, le local commercial, etc., moi, je le ferais si j'étais amené à le faire. Je l'ai jamais fait. Mais si j'étais amené à le faire, je prendrais un conseil juridique qui coûtera 1000, un avocat ou un spécialiste juridique de ces opérations, juste pour être sûr qu'on se trompe pas entre PLU, droit, etc. Enfin, c'est pas forcément simple. Hein, donc voilà. Moi, je le ferais pas. Mais bon. il faut en tout cas le faire valider avec un avocat. Parce non, que mais ça vaut les 1000 €. C'est un bon conseil sage, etc. Le truc, c'est que je trouve que les conseils juridiques, ils te disent toujours de pas faire les choses parce que ils prennent pas de risque. Ils prennent pas de risque. Donc, non, parce qu'en fait, normalement, ils sont là pour te dire. Alors, c'est pas qu'ils vont te dire de pas le faire. Ils vont te dire, si tu le fais, voilà ce que t'encours comme risque. Après, à toi de décider. Sinon, tu le fais, tu fermes les yeux très fort. Tant que tu sais pas. C'est ce que je dis, hein. Tant que tu le sais pas, t'avances, tu fermes les yeux, puis tu dis ça passe. Après, tu peux le faire par toi-même. Hein. Le PLU, ça se lit, hein. C'est pas indescriptible, voilà. Tout le monde peut le faire, mais il faut se donner les moyens. Mais après, quand tu investis aussi, il faut essayé de lire le PLU, mais j'ai lu Descartes plutôt à la place. C'est pas évident à lire. Hein. Plus intéressant. C'est pas évident. C'est pas évident à lire. Donc voilà, voilà. Donc finalement, c'est un exemple dont je trouvais intéressant pour dire, parce qu'aujourd'hui, trouver de la rentabilité aujourd'hui en tant qu'investisseur. Dans certaines villes, c'est l'enfer. C'est devenu compliqué parce que les taux ont monté, donc c'est difficile. Les prix ne baissent pas trop, quasiment pas. Et sûrement qu'ils vont pas augmenter. Les loyers sont plafonnés. À Bordeaux, c'est plafonné. Paris, c'est plafonné. Ça va arrêter le. Il faut aller chercher maintenant ailleurs. Il faut chercher des villes à part, ou alors une stratégie colocation, etc. Qu'on l'a déjà expliqué, co-living, que je connais, des personnes que je connais font à Bordeaux, par exemple. Donc voilà, il faut innover, il faut réfléchir, il faut s'adapter, mais on pourra toujours faire de l'investissement immobilier. C'est juste qu'il faut revoir sa copie en fonction des évolutions et du marché, quoi, on va dire. Très clair. Écoute, merci Bassel. Non, je suis en train de réfléchir au co-living, tu vois. J'étais en train de me dire ce que je ferais. J'en ai fait plusieurs des co-living. Et
je suis à deux doigts, j'étais en train de me poser la question, est-ce qu'un jour je ferais pas un épisode l'enfer du co-living? Oui, parce qu'après la gestion, c'est plus la même histoire. Ah bah ouais, on n'a rien sans rien, hein, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est un truc quasi de professionnel. Il faut être un pro du co-living. Et encore, en vrai, ça va. Mais et puis t'as des tensions aussi entre les colocataires. Enfin, il y a plein de choses que t'as pas, oui, en classique, mais quand même, on voit la tension. Je sais pas si t'as vu, mais la tension locative aujourd'hui dans les villes, c'est incroyable. C'est-à-dire que les gens peuvent plus louer. Paris, pareil, partout. Et c'est pour ça aussi que ces lois se sont montées. Exactement. Et donc le co-living a un sens, voilà. Mais oui, ça demande plus de gestion. Pourquoi on vient te voir avec Orizio? Quel est ton edge? Quelle est ta singularité, Bassel? Nous, en fait, depuis toujours, on fournit surtout une plateforme et des outils aux particuliers qui deviennent d'ailleurs de plus en plus gratuits, on va dire. Hein, parce que là, aujourd'hui, sur notre site, tu peux aller chercher les biens d'investissement. Ils sont tous réunis sur notre site. Même des biens qu'on source nous directement. Donc, ils sont hyper intéressants, qui sont presque exclusifs chez nous. Et ça, c'est entièrement gratuit. Tu vas, t'installes l'application et tu peux avoir des alertes de placement d'investissement immobilier et qu'on source de plus en plus en direct. Alors, on essaie de récolter tous les biens, mais maintenant, on source en direct. Et puis, on a un simulateur, surtout. C'est celui dont je me suis servi et ça m'a pris chaque calcul que je t'ai expliqué là, ça m'a pris 2 minutes par calcul, hein, c'est tout, hein. C'est très très rapide parce qu'en fait il fait tout pour vous. Donc le simulateur va tout calculer, vous lui donnez toutes les infos, les charges, etc. Le régime fiscal, LMNP ou autre, et il vous sort tous les chiffres. Et ça c'est, depuis toujours c'est ce qui a plu chez nous. Voilà. Et puis après on a les gestions locatives aussi, mais ça c'est pour ceux qui gèrent eux-mêmes aussi. Okay. Donc c'est beaucoup d'outils en fait qui rendent un peu plus efficient pour tes investissements locatifs, quoi, on va dire. Intéressant. Voilà. Intéressant. Donc je vois en fait là par exemple, j'ai tapé pour essayer de changer donc Cherbourg-en-Cotentin 50-100. J'ai mis budget 200 000 euros. Et puis là, il me propose des choses en dessous du budget. Il y en a à 100, il y en a à 118. Il me propose d'abord le meilleur rendement. Donc meilleur rendement, 14,2% brut, une maison. 24 mètres carrés, c'est pas vraiment une maison. Et je peux même vous dire, là, je crois que ça va être cette semaine, on va sortir un truc qui va permettre de les avoir par typologie. Donc, tu vas pouvoir sortir les biens rentables, les passoires énergétiques, parce qu'il y en a beaucoup qui vont s'intéresser à toutes les passoires énergétiques à rénover, les colocations. Donc, quels sont les biens idéaux pour les colocations, peu importe la ville d'ailleurs, ou d'autres choses, type patrimoniales, ou d'autres types d'investissements, immeubles de rapport, par exemple. Donc, voilà, on va essayer. En fait, nous, c'est ça notre credo, c'est d'essayer vraiment de faciliter l'investissement et de faire en sorte que les gens se trompent pas quand ils investissent. Très bien. Voilà. Bon, super. Et votre modèle, vous gagnez où alors? En fait, le simulateur de gestion locative pour les particuliers est payant par abonnement et c'est vraiment pas cher parce que c'est 99 € par an. Et ensuite, maintenant, pourquoi maintenant on gagne de l'argent, c'est parce que maintenant on propose la plateforme aux professionnels. Donc chasseurs immobiliers, agents immobiliers, donc eux ils vont publier directement chez nous. Et ils vont avoir un simulateur beaucoup plus puissant, version pro. Et donc, c'est là de plus en plus que notre source de revenus se place. Ce qui est cool pour le particulier parce qu'il a de plus en plus accès à moindre frais, voire même gratuit dans certains cas, certains de nos services. Ça s'appelait Rendement Locatif, ça s'appelle désormais Orizio. Tu as un podcast qui s'appelle Le Plongeoir. On a un peu... D'ailleurs, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Moi, je suis pas aussi prolifique que toi. Écoute... J'y arrive pas. La prochaine fois, je te rendrai un épisode dans la foulée. On fera un épisode sur le cauchemar du co-living. Cauchemar du podcast. Non, moi, je viens réveiller, moi, tu sais. Très clair. Bassel Abedi, on te suit sur LinkedIn également. On fera une promo, on te donnera un lien promo pour l'abonnement particulier. Combien? Je crois que c'est 20% sur l'abonnement. 30 mensuel, je crois. 30. Oh, je sais pas, ça sera en bas de ta description. Allez, moi, je veux le meilleur que t'aies jamais fait. Tu peux t'engager à ça ou pas? Ouais, on peut regarder. On peut regarder, il est pas ferme. Le meilleur qu'il a fait, il s'y est engagé. Ok, alors 30% sur l'abonnement mensuel. Ok. Donc voilà. Très bien. On va faire ça. Allez, ça marche. Bassel Abedi, on te suit, oriz.io. Merci pour ça. À toi. C'était passionnant. On y va tous. On reste dans les cadres légaux. Hein. Tu vois, on flirte ici. Désolé si j'ai dit des bêtises, c'est possible. S'il y a des gens très très compétents qui ont entendu des bêtises. Regardez bien, faites-vous conseiller en tout cas. Voilà, faites-vous conseiller. Mais voilà, il faut.
tester les choses. Et moi, j'insiste aussi sur un truc d'ailleurs, quand vous faites vos travaux, tu l'as dit, mais à chaque fois tu comptes des travaux, faites-les bien aussi, que ce soit pour du locatif, LMNP ou rénovation énergétique aussi, pas oublier. Énergétique, pour la planète, pour les gens qui y vivent. Il faut que les gens qui viennent en France, si ce sont des touristes ou qui logent chez vous, si sont juste des personnes, soient bien installées. Alors certes, ça, t'as complètement raison, mais surtout, ça a un impact même sur la rentabilité. Bien sûr, pas du tout. Tout le monde veut habiter dans un truc propre, luxe. Tout le monde veut du luxe, faut pas se leurrer. Ouais. Et faites attention aussi aux idées préconçues. En louant trop cher, vous louez moins souvent. Oui, les gens dégradent plus, que ce soit sur de l'habitat ou du locatif, en tout cas saisonnier. Donc voilà, soyez raisonnables, faites des beaux lieux, soyez responsables, et vous verrez, tout va bien se passer. C'est ça. Merci à toi. Salut tout le monde, salut Bassel. Salut. À plus. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io. Si vous trouvez 5 petites minutes, je vous invite à mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. Ce podcast est produit par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale. J'aime beaucoup Cosa Vostra, si vous le savez bien. Et donc, on vous aide à gagner en visibilité, en singularité, en efficacité. Contactez-nous, on va faire de votre strat digital un truc incroyable. Je remercie toutes les équipes pour la production et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.